Bonjour et bienvenue sur La Clé des Ondes. Vous nous écoutez à Bordeaux sur le 90.10 ou alors sur notre site internet laclédesondes.fr ou peut-être même vous regardez via la page Facebook de la radio l'entretien que nous avons aujourd'hui avec notre invité Jean-Marie Harribey. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Harribey, tu es économiste, membre des économistes atterrés du conseil scientifique d'attaque et de la fondation Copernic. Alors, résister, c'est créer, créer, c'est résister. C'était le mot d'ordre du Conseil national de la résistance à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce mot d'ordre, il est repris en ce mois de mai 2020 à la sortie de cette alors sortie, on ne sait pas encore tout à fait d'ailleurs, mais en tout cas du confinement, peut-être pas de la pandémie, par le Conseil national de la nouvelle résistance, qui a fait une somme de propositions à l'image d'autres tribunes ou programmes de personnalités collectives, politiques, syndicaux. On va y revenir. Avant de parler de ces programmes, parlons aussi de l'instant présent chez les dominants. Un mot, tu m'as dit en rigolant avant qu'on démarre cette interview qu'il fallait acheter les Échos de ce vendredi 29 mai 2020, l'acheter et même l'encadrer. Pourquoi? Il montre vraiment l'état du monde aujourd'hui et la direction qu'on est en train de prendre. Non, il contient plusieurs articles convergents et qui annoncent qu'en matière d'un monde nouveau à construire, eh bien, on aura une austérité renforcée, un travail encore plus dévalorisé et surtout pas un rétablissement d'un impôt progressif, à la fois sur le revenu, sur le patrimoine. Donc, effectivement, un tour de vis supplémentaire, le tour de vis qui est l'une des principales causes de l'aggravation de la situation sociale, environnementale que nous connaissons depuis plusieurs années, aggravation sur laquelle s'est greffée la crise sanitaire. La crise sanitaire nous est tombée là comme un coup de massue sur la tête, mais il faut bien comprendre qu'elle s'est installée avec autant de rapidité et autant de violence parce que depuis maintenant plusieurs décennies, le capitalisme avait entraîné le monde dans une espèce de maelstrom dans lequel il n'y avait place que pour la marchandisation des activités humaines, la marchandisation des connaissances, la marchandisation de toutes les ressources. Bref, comme je le dis dans mon livre Le trou noir du Mmh. capitalisme, en marchandisant ce qu'avait prévu de manière prémonitoire, mais en avertissant que ce serait mortifère pour la société, l'anthropologue hongrois Karl Polanyi qui disait que si le travail, la terre et la monnaie étaient marchandisés, c'en serait fini de la société. Eh bien, nous en sommes non pas arrivés à ce point, mais au point de bascule où la chose pourrait devenir, hélas, possible. Et tu disais, quand on s'était eu, alors c'était avec mon collègue Baptiste, que tu avais fait un entretien, tu avais formulé cette hypothèse que la Covid-19 était un capitalovirus. Pour toi, cette hypothèse se vérifie? Ah ben, euh, c'était pas tout à fait ça. Je ne me souviens plus exactement les termes que j'avais employés à l'époque, mais Alors, je vais en redire une l'idée partie. l'idée la suivante, c'est Ouais. qu'on a des virus qui nous viennent maintenant avec une rapidité foudroyante et qui nous viennent parce que, très vraisemblablement, maintenant tous les experts scientifiques sont assez d'accord là-dessus, qui nous viennent parce que les barrières naturelles qui existaient entre les espèces animales et les espèces humaines ont été peu à peu abolies ou en tout cas affaiblies, que ce soit à cause de la déforestation partout dans le monde, que ce soit à cause de l'agriculture intensive, de l'urbanisation galopante, etc., etc. Et donc, ce que j'avais à l'époque voulu dire, c'est la chose suivante. Donc, on a ces virus qui nous viennent de ces zoonoses, comme disent les Mmh. spécialistes, mais le capitalisme est un virus en lui-même qu'il faut éradiquer. Et donc, j'avais employé Mmh. cette image du capitalovirus. Alors, ce capitalovirus, visiblement, il a quand même cette capacité à s'adapter en permanence. Ça, ce sont des dizaines et ça commence à faire des siècles qu'on commence à le comprendre aussi. Cette faculté d'adaptation, elle semble se voir à la fin de cette période de confinement, comme tu le disais en introduction de cet entretien. Alors, donc,
ce qu'il y a de bon, parce qu'il y a toujours quelque chose de bon dans tous les malheurs, ce qu'il y a de bon, c'est que cette période de confinement et d'arrêt de l'économie, hein, quasi générale, nous a montré, nous a fait toucher du doigt quelles étaient les activités essentielles dans la société, quels étaient les travaux qui étaient vraiment utiles. Et alors, c'est le soin, c'est la protection, c'est l'éducation. Et comme par hasard, ce sont des domaines qui, assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, se déroulent sous l'égide de l'État, sous l'égide des collectivités territoriales, municipalités, régions, etc. Tout domaine dont on nous disait qu'il fallait organiser la réduction, bien sûr, parce que par nature, ils étaient improductifs. Voilà. Bon. La pandémie nous a montré que, bien au contraire, ces terrains-là, ces domaines-là, ces travaux-là étaient essentiels non seulement à la vie de la société, mais à sa survie. Bon, donc, il y a cette prise de conscience et donc c'est ce qui explique sans doute pour une large part le fait qu'on ait de multiples appels, de multiples initiatives aujourd'hui pour proposer des modes d'organisation de la société dans lesquels le profit ne soit plus l'unique boussole, l'unique moteur qui permet de prendre les décisions vitales. Mais comme vous le dites, l'animal a de la ressource parce que déjà la contre-offensive s'organise. C'est que, bon, déjà depuis plusieurs semaines, le MEDEF et toutes les officines néolibérales qui l'entourent font un forcing pour qu'on augmente la durée du travail. Bon, alors, la durée du travail de chacun, mais de chacun qui a déjà un emploi. Surtout pas de prendre en compte le fait qu'il y a 6 millions de chômeurs sur la touche et que jamais il n'est question dans les propositions qui émanent de ces officines libérales, jamais il n'est question d'offrir des emplois utiles aux personnes qui justement sont en attente. Donc, au contraire, il s'agit d'augmenter la charge de ceux qui travaillent déjà. Donc c'est effectivement le maître mot inamovible. Ça, on peut dire qu'ils ont de la suite dans les idées. Depuis 3 siècles, depuis que le capitalisme industriel est né, il ne faut jamais réduire le temps de travail, il faut toujours l'augmenter. Alors, c'était vrai lorsque les premières luttes sociales ont bataillé pour réduire la durée du travail journalière des femmes, des enfants et puis de tout le monde, la journée hebdomadaire, la journée annuelle avec les congés payés, la durée du travail sur l'ensemble de la vie avec l'invention des retraites. Et à chaque fois, au contraire, la contre-offensive consiste à dire non, 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 ça, il ne faut pas faire ça, il faut au contraire augmenter la durée du travail. Dans cette période, on voit eh bien, qu'il y a eu, alors tu le disais, un certain nombre de propositions qui se sont faites, qui ont été faites à gauche. Il y a vraiment eu quand même un bouillonnement d'idées et de tribunes, d'appels ou de collectifs qui se sont montés. On va en citer quelques-uns pour ceux qui les auraient peut-être ratés, et notamment ceux auxquels toi, Jean-Marie Harribey, en tant qu'économiste, tu as participé ou as été signataire. Il y a eu un appel, on va prendre mi-mai, pour une convention du monde commun signée par une majorité des personnalités politiques de gauche, à part France Insoumise, Nouveau, parti anticapitaliste, des économistes comme Thomas Piketty ou toi, un appel lancé par l'ancien député PS Christian Paul et le journaliste Guillaume Duval, appel qui demandait la réintroduction justement de l'ISF et d'en finir aussi avec le productivisme, et qui compte organiser une sorte de festival. Cette convention du monde commun, ce sera un rendez-vous aussi dans lequel tout le monde pourrait se signataire et au-delà pourrait se retrouver. Il y a 2 jours l'appel du Conseil national de la nouvelle résistance, qui propose là un programme peut-être déjà un peu plus complet. Alors notamment quand tu parlais de en finir avec la marchandisation du tout, eh bien ça en fait partie. La protection du salariat, ça en fait partie. Et puis il y a cet appel paru ce vendredi matin, notamment sur le site de la revue Regard, Se fédérer, qui rend hommage à comment eh bien, les communards se sont fédérés à un moment. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça dit, toutes ces tribunes, tous ces appels? Ça dit le besoin de construire autre chose. Ça, c'est évident. Ça dit aussi l'avancée de l'idée
qu'on ne pourra plus résoudre la question sociale sans prendre en compte la question écologique et vice-versa. C'est-à-dire que s'il y a un point commun entre tous ces appels, c'est cette prise de conscience-là, à savoir qu'aujourd'hui, nous sommes doublement menacés, à la fois par la dégradation sociale organisée par le capitalisme, parce qu'il veut faire et veut toujours faire, rendre toujours plus de valeur pour l'actionnaire, ça ne quitte pas, c'est l'obsession des think tanks néolibéraux, et en même temps, nous sommes menacés par le fait que le capitalisme a mis tellement à mal la planète que la question du réchauffement climatique maintenant est irréversible, hélas, l'épuisement des ressources, également la réduction de la biodiversité, les pollutions quasiment irrémédiables des nappes phréatiques, de l'air, etc., etc. Et donc cette double menace, donc d'une part, ça fait le caractère systémique de la crise actuelle, hein, qui n'est pas simplement une crise sanitaire passagère, espérons-le, mais qui est vraiment une crise structurelle durable et qui vient de loin et contre laquelle il faut s'attaquer le plus rapidement possible. Voilà, cette multiplicité d'appels signifie cela. Tous En ces même gens-là, temps, tous ces gens qui signent, reconnaissons-le, en même temps, ne parlaient pas autant ensemble? en même temps, ça signifie aussi, pour l'instant, une dispersion, c'est-à-dire Hmm. des multiples initiatives, mais pour l'instant, qui n'ont pas encore la possibilité ou peut-être encore la volonté de s'unifier, de se rencontrer. Mais on voit tout de même qu'il y a déjà des débuts de convergence et que l'on n'aurait pas cru possible il y a simplement un an. Hein. Regardez ce qui s'est passé cette semaine entre Attac, la CGT et Greenpeace. Ah oui. Bon, c'est une initiative qu'on n'aurait pas osé imaginer. Et j'ai souvent raconté cette anecdote hein, et dont je jure vraiment qu'elle est authentique et qui remonte à une dizaine d'années à peine. Lors de l'avant-dernière bataille sur les retraites, nous avions demandé une rencontre à la direction confédérale de la CGT au nom de l'appel sur les retraites que nous avions lancé avec la Attac et la Fondation Copernic. Eh bien, la CGT nous avait reçus, bien sûr, mais nous avait dit que la question des retraites restait une affaire syndicale et qu'il n'y ait pas question qu'il s'associerait à quelque organisation de quelque sorte que ce soit pour faire converger. Eh bien, en l'espace de quelques mois, on a franchi un cap considérable. Je considère que c'est effectivement extrêmement important le pas qui a été franchi. Donc, dispersion encore, mais vraiment une avancée en ce qui concerne la nécessité de construire des convergences sur cette double base que j'ai déjà indiquée, à savoir, bon, il y a des besoins sociaux urgents à satisfaire et en même temps, on a la question du long terme à penser et que l'on résume par la préoccupation écologique, mais qui rejoint la première question parce qu'on sait que la dégradation écologique, elle frappe qui d'abord et surtout les plus pauvres. Et les plus pauvres dans les pays riches et a fortiori les plus pauvres dans les pays pauvres. Euh, pour revenir sur effectivement ces différentes tribunes et notamment ce travail qui a été mené alors dans le collectif Plus Jamais Ça, préparons le jour d'après, avec notamment CGT, Attac, Greenpeace et les autres appels, comme je le citais tout à l'heure, c'est un peu, on s'écarte du champ purement économique, mais pour aller peut-être vers les sciences politiques, mais là, il y a un pouvoir d'entraînement possible de toutes ces organisations, selon toi, toi qui as cette expérience aussi de voir les mouvements sociaux aller et venir. Je ne peux effectuer aucun pronostic pour l'avenir, mais je pense que lorsque cette pandémie aura été surmontée, du moins dans sa phase la plus aiguë, je pense qu'il va pouvoir y avoir des initiatives de convergence. Très certainement, il faudra attendre la rentrée prochaine, évidemment, hein. Mais le Conseil national de la nouvelle résistance va proposer très vraisemblablement une rencontre nationale qui peut-être aura lieu sur les Glières, on ne sait pas trop encore. L'initiative prise par Guillaume Duval, dont tu parlais tout à l'heure, va aussi dans un sens un peu analogue,
fédérer quelque chose pour aboutir à un événement important. Donc, un événement préparatoire de, de suite plus féconde, plus importante. Mmh. Bon, euh, euh, il ne faudrait pas croire que ce bouillonnement est lié au fait que, manifestement, la campagne présidentielle en France est lancée pour 2022. Bon, très certainement, dans les organisations Mmh. se situant uniquement dans le champ électoral, c'est une préoccupation, mais les initiatives dont nous venons de parler débordent bien largement ce champ-là. Mmh. Et il faudra voir comment, elles arrivent à vivre, localement aussi chez tous les militants, qui, font partie de ces organisations et Greenpeace, le dit elle-même dans l'entretien qu'elle avait donné au Monde. Certains de ces militants sont désarçonnés à l'idée de devoir un peu, travailler, ou rencontrer la CGT parce qu'effectivement, il y a des cultures, militantes, qui sont, différentes. C'est sans doute la même chose, d'ailleurs, du côté de la CGT. En attendant, en tout cas, effectivement, ces rencontres qui vont avoir lieu, les décisions post-confinement commencent à être prises, bien sûr en France, mais si on regarde la Commission européenne, il y a eu une proposition de plan de relance de 750 milliards qui serait emprunté en commun. Toi, comment tu vois ces mesures prises par ces propositions faites par la Commission européenne et Ursula von der Leyen? Alors, j'ai rédigé avec mes amis Esther Geffers et Dominique Plion, membres d'Attac et des économistes atterrés comme moi, une petite note interne à Attac, mais qui est disponible publiquement, bien sûr, Mmh. puisqu'elle est sur le site, il y a le mois dernier, intitulée La monnaie au service de la société. Et j'avais moi-même sur mon blog tenu un carnet de bord quotidien Oui. pendant le confinement où j'ai abordé de très nombreuses fois cette question, où on explique la chose suivante. Évidemment, la mutualisation des dettes, comme on le dit dans le jargon officiel, la mutualisation des dettes, c'est moins mauvais que le fait que chaque État soit abandonné à son sort, évidemment. Le problème, c'est que la mutualisation des dettes oblige toujours à passer par des emprunts sur les marchés financiers. Donc la dépendance aux marchés financiers, que ce soit au niveau de chaque État ou au niveau de l'ensemble de la zone euro, reste toujours la dépendance. Alors bien sûr, avec un moindre risque d'avoir des taux d'intérêt aussi élevés que si des États affaiblis se présentaient seuls en tendant la main pour obtenir des prêts sur les marchés financiers. Alors évidemment, mais j'insiste beaucoup sur le fait que à la fois le plan qui nous a été encore présenté par Madame von der Leyen hier, et puis les dispositions qui avaient été adoptées le mois dernier au sein du Conseil des ministres de l'économie et des finances européens, par le biais de la mise en route du mécanisme européen de stabilité, cette institution qui avait été créée en 2012 pour doter d'un capital de 400 milliards et quelques d'euros, pour venir justement en aide aux pays en difficulté. Rappelons-nous l'épisode de la Grèce en 2015. Enfin, dans la première moitié de la décennie, je veux dire, et abouti à la catastrophe de 2015. Ce mécanisme européen de stabilité est un mécanisme qui, dans son principe même et dans son texte même de fondation, stipule que pour obtenir des prêts via cette institution, il faut que les États demandeurs mettent en œuvre des politiques de réforme structurelle. Alors, on sait ce que ça veut dire dans le jargon européen, réforme structurelle. Ça veut dire libéralisation du marché du travail, ça veut dire affaiblissement des droits sociaux et surtout réforme des retraites. Alors ça, la réforme des retraites, c'est comme l'augmentation du temps de travail, dont je parlais tout à l'heure. C'est l'une des obsessions des néolibéraux, des capitalistes et de leurs idéologues. C'est il faut réformer les retraites, mais toujours dans le mauvais sens. Et donc, ils ne lâchent pas prise sur cette question-là. Et donc, les conditionnalités exigées par la mise en route du mécanisme européen de stabilité, ces conditionnalités sont extrêmement sévères. Alors, compte tenu de la gravité
de la crise qui apparaissait comme telle il y a un mois et demi, les négociations entre les pays membres de la zone euro ont abouti au fait que pour financer les mesures correspondant à la prise en compte de la pandémie, hein, financer les mesures sanitaires contre la pandémie, ne seraient pas soumises à conditionnalité. Mais ce qui veut dire que pour toutes les autres initiatives qu'il faudra prendre pour faire aller la machine économique dans une autre trajectoire, par exemple pour amorcer une transition écologique, eh bien, le mécanisme européen de stabilité, s'il était amené à intervenir, eh bien, exigerait que les États se plient aux conditions dont je viens de parler. Alors, comme ce qui était envisagé il y a un mois et demi, manifestement, s'avère totalement insuffisant pour refaire partir la machine qui a été stoppée avec une brutalité qu'on n'avait jamais vue. Et en l'espace de 2 ou 3 mois, la machine économique est brutalement arrêtée, à tel point que les experts statisticiens envisagent une baisse peut-être de 10% du PIB par rapport à 2019, hein, au cours de l'année 2020, et ça dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans le cas où, après l'été, là, qui va arriver, l'économie repartirait de manière totale, ce qui n'est pas du tout assuré aujourd'hui. Et donc, on est devant cette situation où, chaque semaine, on apprend que les plans d'aide grossissent de 100 milliards chaque semaine. Et on était parti pour quelques centaines de milliards, puis on est passé à 500, puis on est à 750, et parallèlement, sans compter ce qu'a annoncé la Banque centrale européenne, c'est-à-dire un rachat des titres publics et privés à hauteur de 1 000 milliards d'euros au cours de l'année 2020. Bon, vous voyez, maintenant, ce n'est plus à coup de dizaines de milliards qu'on veut compenser la crise économique, mais c'est à coup de centaines, voire de milliers de milliards d'euros. Bon, donc, et ça, dans un laps de temps assez court. Est-ce qu'il y a une alternative? Et donc, dans la petite note sur la monnaie dont je parlais tout à l'heure, on développe l'idée qu'il faut en finir avec cette obligation qui apparaît maintenant comme quasiment automatique, presque naturelle, d'aller emprunter sur les marchés financiers. Et donc, on remet à l'honneur le fait que le financement des dépenses publiques, et surtout lorsque c'est un financement des investissements susceptibles d'assurer un amorçage de la transition sociale et écologique, et ce financement pourrait être effectué grâce à la Banque centrale européenne qui serait enfin autorisée à financer directement les dépenses publiques. Ce qui est interdit par les traités européens, comme chacun le sait, mais qui ne se heurte à aucune objection ni technique ni logique, simplement à une obstruction de type politique, parce que la construction de l'Union économique européenne, la zone euro, a été pensée comme interdisant à la Banque centrale européenne d'avoir une quelconque action en termes de politique économique. Donc, alors que c'est fait dans d'autres pays, hein, je crois, Angleterre notamment, alors, enfin Royaume-Uni. Et alors, c'est ce que j'allais dire ensuite. Effectivement, au mois d'avril 2020, donc il y a à peine un mois et demi, même pas, je crois, si mes souvenirs sont bien, c'était le 9 avril 2020. Le 9 avril 2020, la Banque d'Angleterre, qui est la banque centrale du Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a publié un communiqué signé par le Trésor de Sa Majesté, annonçant que la Banque d'Angleterre financerait directement les dépenses publiques liées à la lutte contre le coronavirus. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Pour les économistes hétérodoxes que nous sommes, c'est extraordinaire parce qu'on a la preuve qu'il n'y a aucune objection logique, technique, économique à ce que cette banque centrale, que la banque centrale, que les banques centrales puissent effectuer ce type de financement direct et non plus racheter sur ce qu'on appelle le marché secondaire, les titres qui ont déjà été achetés une première fois par les banques ordinaires. D'autant que ça vient d'un pays qui s'y connaît en libéralisme, quoi. C'est le Royaume-Uni, oui, c'est pas. Et alors, d'autant que
la Banque centrale européenne, c'était vraiment la seule des. Il y a 4 grandes banques centrales européennes dans le monde. Il y a celle des États-Unis, la Réserve fédérale, il y a celle du Japon, il y a la Banque d'Angleterre, et il y a la Banque centrale européenne. Il faut ajouter la Banque de Suisse aussi, mais bon, mettons les 4. Les, toutes les autres banques, toutes les autres grandes banques centrales, excepté la BCE, ne se gênaient pas pour effectivement s'affranchir de ce tabou. Et par bonheur, ce tabou donc a été en partie levé parce que maintenant, la question de la monétisation des dépenses publiques, c'est-à-dire du financement direct de ces dépenses publiques, cette question-là n'est plus de l'ordre de l'interdiction. Mmh. Ça peut de nouveau être pensé. Ça ne veut pas dire que ça soit utilisé de manière automatique, systématique, mais ça redevient de l'ordre du possible. Et les adversaires de cette mesure-là, de cette possibilité, et donc les partisans du maintien bec et ongle de l'orthodoxie, agitent l'épouvantail de la dite planche à billets. Bon, qui est une métaphore, parce qu'il y a plus, la masse monétaire n'est plus composée essentiellement de billets, c'est tout à fait marginal. Mais la métaphore est restée, mais il n'y a aucun risque d'inflation, c'est ça la planche à billets qui est agitée comme un épouvantail, parce que elle risquerait de déclencher une inflation. Cette inflation n'a aucune probabilité de se produire quand on a des millions et des millions de demandeurs d'emploi qui attendent qu'on puisse leur procurer un emploi. Et je reviens au journal Les Échos d'aujourd'hui, qui était parachevé par l'éditorial de l'inénérable Dominique Seux sur France Inter ce matin, et qui nous disait, ce qu'il ne pouvait plus nier, c'est que les grands secteurs industriels dans le monde sont tous en surcapacité de production. Et alors, il parlait essentiellement du secteur automobile, et effectivement, tous les grands constructeurs automobiles dans le monde ne savent plus quoi faire de leurs bagnoles neuves. Et cela bien avant la pandémie. Donc, on y vient d'une situation où le capitalisme mondial est arrivé à un point où il a de plus en plus de difficultés à faire rentrer la valeur, comme on le disait tout à l'heure, à faire rentrer la valeur pour les actionnaires, et à tel point que, à côté ou parallèlement, et les choses sont liées, vous allez le voir, parallèlement à la surproduction générale dans tous les secteurs industriels. Je prenais l'exemple de l'automobile, mais c'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour la sidérurgie, c'est vrai pour la pharmacie, enfin bref, tous les grands secteurs industriels. Parallèlement à cela, on constate, et ça depuis maintenant presque 20 ans, un peu moins pour la Chine, mais c'est vrai aussi pour la Chine depuis presque une dizaine d'années maintenant, la productivité du travail augmente de plus en plus faiblement. Elle n'a pas encore amorcé une diminution absolue, mais sa vitesse de progression diminue de plus en plus. Or, c'est toujours la productivité du travail qui est, au final, la source de la rentabilité du capital, pour un rapport de force donné. Parce que bien sûr, et c'est ce qui explique l'austérité générale imposée aux salariés, c'est que quand la rentabilité du capital est dans le fond limitée par la progression de la productivité du travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, soit il faut baisser les salaires, ou ne plus les augmenter du tout, soit justement demander à ce qu'on allonge le temps de travail de ceux qui travaillent déjà. Et on revient au point de départ, la boucle se boucle. C'est-à-dire que le capitalisme est arrivé à un point de contradiction qui joint à la fois le social et l'écologie, et c'est pour ça, de notre point de vue, et c'est celui que je soutiens depuis des années, que les réponses doivent porter simultanément sur ces deux aspects, le social et l'écologie, et surtout pas jouer l'un contre l'autre. Et c'est ça qui me paraît être la petite lueur d'espoir qu'on peut garder dans ce monde de brut pour que l'avenir s'envisage un petit peu différemment. Alors, cette lueur d'espoir, on en redira un mot encore dans quelques minutes, mais il y a une décision qui a été prise alors après s'être entouré d'un conseil scientifique pour gérer la période de confinement. Emmanuel Macron vient de choisir de s'entourer d'un cercle d'économistes. Alors, il y a une vingtaine d'économistes qui ont été choisis, dont un est clairement de gauche, Paul Krugman, qui a été un fervent opposant, enfin qui est un fervent opposant de Donald Trump et qui est classé à gauche. Mais ce sera surtout chapeauté quand même
par deux économistes présentés comme des pointures françaises par le journal Le Monde, le prix Nobel d'économie 2014 Jean Tirole et le chef économiste Olivier Blanchard, chef économiste du Fonds monétaire international Olivier Blanchard. Alors j'aime quand même citer la délicate présentation concernant Jean Tirole par Le Monde. Sa thèse est, donc je cite, l'État doit mettre en place les incitations permettant au marché de fonctionner librement et intervenir pour corriger leurs failles. C'est exactement la définition de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, Et voilà, c'est-à-dire le courant de j'allais en venir. pensée Ouais. qui a été imaginé dans l'entre-deux-guerres en Allemagne et qui a servi de rampe de lancement idéologique à la mise en place justement de la construction européenne sous les auspices justement de la Bundesbank quand on a créé la Banque centrale européenne. Donc effectivement, Le Monde a très bien résumé la thèse de Jean Tirole, qui est un néolibéral, néoclassique quand on se place sur le plan théorique, tout à fait convaincu, et l'État ne doit intervenir que pour rendre la concurrence libre et non faussée. C'est le même discours que l'on entend depuis des années autour de l'Union européenne, et des politiques doivent être appliquées dans chaque pays. Donc, effectivement, ce cercle d'experts dont vient de s'entourer M. Macron est composé quasiment exclusivement de personnalités de ce type-là. Alors, c'est vrai que, bon, il va y avoir un Daniel Cohen peut-être qui va Voilà. tenir un autre discours, et on ne peut pas classer celui-ci dans le camp néolibéral, au contraire. Paul Krugman aussi, même si Paul Krugman aux États-Unis apparaît de gauche, parce que dans ce pays-là, évidemment, les classifications idéologiques et politiques sont un peu différentes de celles que nous connaissons ici. Mais bon, effectivement, ce n'est pas le même acabit que ce que les thèses qu'il défend ne sont pas du même acabit que celles que défend Jean Tirole. On voit avec tes explications, on rappelle pour nos auditeurs qu'on est en entretien avec Jean-Marie Harribey, qui est économiste, membre du conseil scientifique d'Attac, et on voit avec les explications que tu nous fournis, eh bien cette image que tu reprends dans ton dernier livre, Le trou noir du capitalisme, il y a vraiment cette image de cette expansion infinie que peut avoir le trou noir et cette capacité à tout absorber. On a parlé des lueurs d'espoir, et le problème, c'est qu'on sait que même la lumière est absorbée par les trous noirs, c'est même pour ça qu'ils apparaissent finalement. Comment, selon toi, on peut faire un coin dans un trou noir comme celui du capitalisme? Alors, justement, les astrophysiciens, c'est pour ça que j'ai pris cette analogie du trou noir dont les astrophysiciens ont commencé à nous donner des explications. Les trous noirs absorbent tout, la lumière et toute matière, à cause de la force gravitationnelle qui existe en eux, mais à condition qu'on se rapproche suffisamment près pour franchir ce que les astrophysiciens appellent un horizon des possibilités, c'est-à-dire une frontière en quelque sorte. Donc, justement, la seule manière d'éviter dans le trou noir dans lequel veut nous embarquer, nous engloutir le capitalisme, c'est de s'éloigner de cette frontière-là. C'est-à-dire qu'il faut mettre des bornes à la marchandisation. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une discussion aujourd'hui extrêmement féconde et prometteuse autour de la notion de bien commun. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont essentielles à la vie des humains qu'il faut absolument protéger et qu'il faut ériger au statut de bien commun. Alors, ça va même au-delà de la notion à laquelle en France on est très habitué, à laquelle on tient beaucoup, de la notion de biens et services publics, parce qu'il y a l'idée d'un gouvernement ou d'une gouvernance, comme on dit aujourd'hui, démocratique. C'est-à-dire que bien commun, les théoriciens des biens communs aujourd'hui soulignent que ça peut s'employer au singulier, au pluriel. Au singulier, c'est une manière de gouverner, d'administrer démocratiquement au plus près des usagers, des communautés, ce qu'on a décidé d'ériger en bien commun au pluriel. Voilà. Et donc là, ça fait partie aussi des choses qui sont susceptibles de mettre un coup d'arrêt à cette marchandisation. Alors bien sûr, et ça,
à tout malheur, quelque chose est bon, hein, comme dit le proverbe. La pandémie là, nous a montré, nous a fait toucher du doigt quelles étaient les activités essentielles. Et donc, je pense que s'il y a une bifurcation à opérer après cette pandémie, c'est pour justement donner la priorité à ces travaux essentiels qui, dont la vie elle-même dépend. Et la vie de tout le monde. Mais là aussi, on a vu que ce n'était pas extrêmement facile de réduire les inégalités que la pandémie n'a pas résorbées. Au contraire, elle les a exacerbées. Et donc, en fonction du logement, en fonction de la capacité à assurer l'école à la maison, bon, il y a un tas de difficultés sociales qui sont apparues Mmh. s'ajoutant à celles qui étaient visibles avant la pandémie. Et donc, la notion de bien commun, jointe à celle des travaux essentiels, des travaux très utiles, euh, je crois, peut être une manière de dresser cette frontière là dont je parlais à l'instant, de façon à ne pas être englouti dans cette marchandisation effrénée dont la logique semble totalement impossible à arrêter. Euh, mais ne cachons pas qu'il y aura des difficultés extrêmement grandes Ah oui. à surmonter. Je prends un seul exemple, celui des relocalisations, donc, qui est devenu un thème là aussi. On n'a plus honte de parler de Mmh. relocalisation, alors qu'auparavant, c'était presque ridicule de prononcer ce mot-là. Mais relocalisation, ça veut dire que on ne peut pas relocaliser la fabrication d'un produit sans voir les conséquences que cela entraîne sur les productions adjacentes ou qui se trouvent en amont du produit lui-même. Si on regarde ce que les comptables nationaux dressent, ce qu'on appelle un tableau d'échange interindustriel, on voit très bien que finalement, tous les secteurs sont imbriqués. Alors, pour fabriquer un produit, il faut 36 autres produits, et Mmh. pour ces 36 autres produits, il faut le premier. Bon, bref, donc vous voyez, les relocalisations posent le problème de la création d'un nouveau tissu industriel qui soit cohérent, c'est-à-dire qu'il y ait des connexions entre eux. Parce que si on relocalise une production, mais qu'en amont, Mmh. les produits de semi-finis doivent encore franchir les océans, bon, on n'a pas à relocaliser grand-chose. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est que relocaliser, c'est-à-dire rapatrier des industries ou recréer des tissus industriels, ça veut dire que les pays qui avaient amorcé un début de développement à cause ou grâce, je ne sais pas quelle est l'expression qu'il faut employer, sans doute les deux, à cause et grâce à cette division internationale du Mmh. travail extrêmement poussée, bon, il ne faut pas non plus que ces relocalisations se fassent au détriment du développement dont ont encore besoin pendant un long moment un certain nombre de pays. Bon, voilà. Donc, vous voyez que Mmh. la, la question de la délocalisation ne pourra pas se faire sans une trame de concertation, de négociation internationale extrêmement fine, extrêmement poussée. Et donc, si les relocalisations se faisaient à la manière de la guerre commerciale trumpienne, si je peux dire, on n'aura pas beaucoup avancé. On voit effectivement, la difficulté, bah, sur, tant de sujets, effectivement, à pouvoir avancer et sachant qu'il est impossible, ben, voilà, d'avancer seul, à la méthode, trumpienne parce qu'il suffit d'affronter un autre Trump qui est plus costaud, pour, être, renvoyé dans ses 22 quoi, en gros. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que j'ai beaucoup insisté sur les contradictions sociales et écologiques tout à fait jumelées aujourd'hui, mais en arrière-plan, il y a aussi la possibilité d'arriver à une situation de tension géopolitique, voire militaire, forte. Et donc, l'économie est en crise, il ne faudrait pas aboutir à la situation où la seule solution serait le déclenchement Mmh. d'hostilités guerrières. Mmh.
Sachant que même ce thème de la relocalisation, eh ben, on voit le gouvernement quand il en parle, c'est en disant la compétitivité, la France peut être compétitive. Alors, ce qui s'est montré faux d'ailleurs, rien qu'avec l'exemple de Ford, où on disait que l'entreprise était une entreprise d'excellence et compétitive, et il n'empêche que l'usine de Ford Blankford a fermé pour produire plus loin, pour produire ailleurs. L'État, pour le moment, ne veut pas passer par la loi. Et même cette question de la relocalisation, eh bien, mise face aux difficultés que tu évoques, Jean-Marie Harribey, il y a un cercle économiste qui est porté par Gaspard Koenig, je crois, Génération Libre, qui dit que c'est une pure folie, qu'il ne faut pas le faire, ou l'économiste qui a reçu le prix du jeune économiste 2020, dit les relocalisations, c'est une fausse bonne idée. Donc on voit que cette idée qui paraît être du bon sens aujourd'hui, comme on dit souvent, sur les relocalisations, se confronte en fait à une multitude d'adversaires, d'ennemis et de difficultés concrètes. Alors dans tout ça, je reviens à ma question précédente, comment on active des lueurs d'espoir? Je pense que il faut faire à ce moment-là une analyse beaucoup plus fine. C'est-à-dire qu'on peut distinguer les productions de type agricole, par exemple. Je Mmh. pense que tendre vers une meilleure autonomie alimentaire, agricole, sera plus facile que pour certains secteurs industriels. Donc, je pense que produire local pour le local, ça va être plus facile pour un certain nombre de productions agricoles, à condition que, parallèlement, les modes de consommation alimentaire évoluent. Hein. Si effectivement il faut manger de la viande 2 fois par jour, et donc pour cela il faut un cheptel qui est importé, alors là, on changera pas le modèle agricole. Bon. Mais je pense qu'il peut y avoir comme vous le dites, une lueur d'espoir de ce côté-là. Bon, bien que ce ne soit pas facile. En revanche, pour les secteurs industriels, on va être face à des situations extrêmement préoccupantes. Je lisais pour la revue que j'anime à la Pour Attaque, la revue Les Possibles, je lisais un texte qu'on va publier là prochainement sur la situation de l'aéronautique à Toulouse. L'aéronautique à Toulouse va être confrontée à une situation catastrophique d'ici quelques mois. Bon, parce que d'une part, le secteur aéronautique, le secteur aérien, puis le secteur aéronautique en amont sont sont à l'arrêt. Et donc, on ne voit pas comment les programmes de construction de nouveaux avions pourraient être accomplis si, dans le même temps, la réduction des voyages à l'échelle internationale prenait de l'ampleur. Et la pratique du télétravail va sans doute subsister maintenant, notamment pour les discussions qui sont menées par l'encadrement de très haut niveau. Donc les voyages d'affaires d'un jour pour aller discuter et boire le champagne à l'autre bout du monde, bon, risquent de connaître une décrue. Et donc, la reconversion du secteur aéronautique dont dépend une région entière comme la région de Toulouse, parce qu'il ne faut pas compter simplement ceux qui Bien travaillent sûr. pour Airbus, il y a Oui, aussi tous oui. les sous-traitants et tout ce qui est ce qu'on appelle des emplois indirects dépendants de cette activité-là. Donc, on va être confronté à de redoutables reconversions nécessaires. Mais dans le même temps aussi, il y a des lueurs d'espoir. Donc, je reprends cette image. Vous vous souvenez que pendant le mois d'avril, mars-avril, quand on manquait cruellement de masques, Michelin, d'un jour à l'autre, a converti une chaîne de production de pneumatiques en production de masques, bon, ou de gants en caoutchouc. Mmh. Bon, bref, du jour au lendemain. C'était pareil pour LVMH en Charente ou en Vendée, au lieu de fabriquer Ouais. des sacs en cuir de luxe, Mmh. pareil, se mettaient à fabriquer les éléments de protection pour les hospitaliers. Donc, la reconversion d'un secteur industriel n'est pas simple, mais n'est pas non plus impossible. Et on a toujours l'exemple historique de la reconversion en quelques mois de l'appareil industriel américain après l'attaque de Pearl Harbor, hein, où du jour au lendemain, quasiment, Mmh. toute l'industrie s'est mise à fabriquer des instruments de guerre. Bon, donc c'est tout à fait possible de reconvertir une industrie, mais
ça se fait jamais sans douleur. Eh ben, ce sera le mot de la fin, la dernière lueur d'espoir de notre entretien, où il y en a eu plusieurs. Merci beaucoup, Jean-Marie Haribé. On rappelle donc que tu es économiste, membre du conseil scientifique d'Attaque et membre de la fondation Copernic et des économistes atterrés. Merci beaucoup. Merci à vous.